Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Startup Talks. Et aujourd'hui, on va parler avec Alex Risk, qui est le directeur général du groupe L'Oréal. Vous avez probablement vu leurs automobiles se promener partout à Gatineau, rouge et blanc. C'est très iconique rendu là. Puis ce qui m'excite vraiment de cette conversation, c'est que premièrement, je connais Alex depuis plusieurs années et j'ai vu comment dans cette période-là, peut-être 6 ans, il a pu développer le groupe Royal d'une entreprise assez modeste à quelque chose qui est en train de vraiment révolutionner le transport dans notre ville et ailleurs. Mais je vais laisser Alex en parler un peu plus. Donc, sur ce, on va commencer. Alex, comment ça va? Bien, toi? Très bien. Merci d'être venu. Puis, en tout cas, on va parler de transport aujourd'hui. Puis, on va parler surtout des enjeux que les villes vivent au niveau du transport, que les citoyens des villes. Puis ça, c'est un sujet qui te passionne beaucoup depuis que je te connais. Je sais que tu as une très grande détermination de trouver des solutions à ces enjeux-là. Donc, on va parler de ça, mais je veux aussi que l'audience, qui te connaisse peut-être pas autant que moi, apprenne à te connaître. Qui est l'homme derrière Groupe Loyal, la famille Risque. Qu'est-ce que tu manges le matin? Qu'est-ce que tu fais en hiver? Toutes ces choses-là. Donc, c'est ça. Je vais te lancer une petite question plus personnelle au début, mais qui est Alex Risk? Je te dirais que l'entreprise, c'est une entreprise familiale. Donc, j'ai commencé dans l'entreprise en 2011. On est une famille qui a toujours été dans les choses des affaires. Donc, on était soit dans la restauration, qu'on soit dans le commercial, l'immobilier, résidentiel et le transport. Donc, en 2011, mon père m'a approché. J'étais un petit jeune. On s'entend que 2011, t'as quoi, 18, 19? J'ai 19 ans, oui. 19 ans. Oui. OK. C'est très tôt pour commencer puis avoir une responsabilité comme ça. Oui, c'est ça. Donc, à 19 ans, je me rappelle, là, tu sais, le monde on va rentrer à l'université, on est en train de se trouver qui qu'on est. Donc, mon père m'a regardé et dit, c'est une opportunité de venir travailler avec moi. Je dis, ouais, non, on va aller essayer. C'est quoi l'industrie du taxi? Je savais pas c'était quoi au départ. Donc, je suis rentré dans l'entreprise en 2011, puis c'était une petite compagnie locale, 19 voitures, bien traditionnelle en tant que compagnie de taxi. On était encore sur les radios dans le temps. Donc, quand j'ai rentré dans l'entreprise, j'ai dit, si je vais passer le restant de ma vie dans cette industrie, il faut que ça change. Donc, tu voyais plein d'opportunités d'amélioration, changer les technologies. Puis, juste avant que tu procèdes, ton père l'avait fondé en quelle année? Mon père a acheté Taxi Loyal en 2002. OK. C'était la famille Clément qui avait ça avant. D'accord. Donc, on parle de 9 ans entre ce moment-là puis quand tu as commencé à t'impliquer dans l'entreprise. Exactement. OK. C'est ça. Donc, mon père avait acheté l'entreprise en 2002. Moi, je suis rentré en 2011. Puis souvent, je dis, les entrepreneurs, c'est du monde qui trouve des solutions à des problèmes. Right? Okay. Donc, c'était sûr que c'était une industrie qui était plein de petits problèmes, si on veut dire comme ça, qu'on aurait pu apporter des solutions. Donc, je me rappelle, j'ai décidé d'explorer qu'est-ce qui se passait au Canada. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait le tour de la ville de Québec. J'ai rencontré des entreprises à Québec, à Laval, à Longueuil. Après ça, j'ai sorti du Québec. Je suis allé à l'autre bord de la rivière. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie du taxi à Ottawa? Puis après ça, je suis allé plus loin. Je suis allé à Toronto. À Toronto, j'étais très motivé parce que j'ai rencontré la directrice générale de Beck Taxi. C'est les fameuses voitures orange et bleues. C'est ça. Donc, déjà, il y avait comme un brand que tu pouvais reconnaître à Toronto. Ouais. C'est Beck. C'est ça. Ça, c'est la plus grande compagnie sur une bannière au Canada. Puis, c'est drôle, c'est une entreprise qui est gérée par des femmes dans un milieu masculin. Puis, ils ont beaucoup de succès. Donc, j'ai eu l'opportunité de la rencontrer. J'ai juste appelé le téléphone. Je disais, hey, j'aimerais ça te rencontrer. T'es qui? Puis après ça, j'ai décidé de monter, faire une route de 4 heures à Toronto. Puis ça a commencé de là, honnêtement. Ça, c'était au début. Ça, c'est comme...
comme alentour des 2011? Ou Ouais, 2011-2012. OK. Ouais, la première année, j'essaie de figurer quoi faire dans cette industrie. Ce que j'adore, c'est que ton premier instinct, c'était de voir, premièrement, tu avais une hypothèse que peut-être que c'est une industrie qui est un peu antiquated en anglais, vieux jeu, puis je vais m'exposer à ce qui se fait ailleurs, dans les plus grandes villes, parce que c'est souvent dans les plus grandes villes où l'innovation débute, ou qui adopte les nouvelles technologies, puis c'est quelque chose qu'on fait peut-être pas assez, surtout dans notre région, je devrais dire, de regarder ailleurs comment est-ce qu'on fait les choses. Puis, à la limite, on devrait regarder même en dehors du Canada, parce que c'est pas au Canada, normalement, qu'il y a comme l'innovation le plus poussée dans n'importe quel domaine. Mais en tout cas, je pense qu'on va arriver là, parce que je pense que tu as regardé en dehors du Canada, ou tu es en train de le faire. Ouais. Mais par la suite, comment est-ce que tu as trouvé l'expérience de t'intégrer dans l'entreprise? C'était quoi les challenges que tu as vus au tout début, là, les premiers challenges que tu devais surmonter? Ben, c'est drôle parce que tu viens du tech world, Mike, right? So, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est qu'il manquait de la technologie dans cette industrie qui va nous permettre de consolider et grandir avec les mêmes ressources, right? Parce que souvent, le défi pour un entrepreneur, c'est d'être capable d'utiliser les mêmes ressources pour faire consolider ces ressources qui te permettent à faire un genre de croissance, right? Donc, la première chose, je me rappelle, j'ai fait partie du CA du CPCDIT. C'était la table de concertation du développement de l'industrie du taxi au Québec. OK. J'étais assez chanceux. J'ai rencontré un nommé Monsieur Maroun Basbous. C'est le PDG de Fraction Communication, une compagnie québécoise qui a été fondée au Québec, qui était un système d'exploitation de technologie. Puis je me rappelle, je les ai rencontrés, une entreprise familiale comme la mienne, les mêmes valeurs. Donc, j'ai dit cool. Tu sais, j'avais rencontré des entreprises américaines et autres parce que je cherchais à sortir du radio, rentrer des tablettes, faire de la technologie, etc. Donc, j'ai choisi cette compagnie-là parce que c'est une entreprise familiale québécoise. En 2014, on a déployé notre technologie et de là, on a commencé à avoir des données, right? Des données, c'est quelque chose qu'on n'avait pas accès. Ouais. Je me rappelle là, quand j'ai commencé dans la compagnie de taxi, c'était une genre de feuille de écrit et de nombre d'appels. Fallait écrire l'heure de la réception de l'appel avec aussi l'adresse, etc. Donc, quand on a Literally running on paper. Il restait juste, je pense que la modernisation qu'on avait, c'était juste qu'il restait qu'on n'avait pas, on n'envoyait pas les transports avec des oiseaux, là. Mais c'est ça, donc bref, literally. Puis c'est ça, donc finalement on a rentré le système et on a commencé à envoyer les transports avec la géolocalisation des tablettes, mais il y avait une limitation avec la loi. Right? Donc, la loi nous a limité de prendre croissance, que tu n'avais pas le droit de ci, tu n'avais pas le droit de ça. Il y avait des zones, je sais pas si tu connais, mais Taxi Loyal, jusqu'avant 2020, n'avait pas le droit de prendre un transport à Hull. Donc, on avait des limitations. Donc, pour nous, Gatineau, c'était le vieux Gatineau. Hull, Elmer, c'est Elmer, puis Buckingham, c'est Buckingham. Ça s'appelait des agglomérations dans l'industrie du taxi. J'ai une petite question pour toi, parce que, puis je devrais savoir ça étant ton ami, mais je savais qu'il y avait des zones, mais est-ce qu'à Gatineau, il y avait le même système qu'on entendait parler à Montréal, puis même à New York, des médaillons, quelque chose comme ça, pour comme contrôler le nombre de taxis, puis, tu sais, c'est une industrie, à mes yeux, tellement bizarre qu'il y aurait comme des règlements qui créaient comme une rareté artificielle alors que la demande pouvait être tant, mais il y a juste tant de taxis qui ont le droit d'être sur la route. Je trouve ça un peu étrange, mais est-ce que c'était cet environnement-là que tu as grandi dedans avec Groupe Loyal? Oui, donc effectivement, c'était la règle d'or, si tu veux, de l'industrie du taxi, c'était des médailles, des permis de taxi, là, des anciens T5.5 ou T5.4. Je me rappelle, j'ai grandi dans ça. C'est plus comme ça en ce moment. Non. Okay. Non, honnêtement, moi, je te dirais, je serais peut-être le plus jeune, ou j'ai toujours été un des plus jeunes, entre PDG d'une compagnie de taxi. Donc, quand j'ai vu Uber venir, ils n'ont pas inventé la roue. Ça existait déjà. C'est juste que les lois nous permettaient pas d'évoluer en tant qu'industrie. C'est ça.
Puis Uber avait simplement levé tellement d'argent qu'il pouvait nier les lois, puis payer les frais de cours, puis de litige, puis tout ça. Finalement, c'est ça que ça prenait, des milliards de dollars. C'est ça. Puis tu sais, c'est drôle, on rit, mais je dis ça souvent. Je dis les lois existent pour, puis sont assurées d'être respectées par des amendes. Mais si tu as des milliards et des milliards et les amendes sont pour du monde des citoyens, des entreprises qui font des 100 000, là, l'amende de 3 000 $, oui, ça va faire mal à l'entreprise. Mais si tu as des milliards et des milliards puis tu donnes des amendes de 3 000 $, est-ce que c'est vraiment une amende ou c'est juste une dépense pour exploiter une compagnie? Donc oui, c'est ça. Donc moi, quand j'ai vu Uber venir dans l'industrie, ça a fait vraiment déréglementer l'industrie, décloisonner. Moi, je me sentais souvent comme j'étais enfermé dans ma petite zone de Gatineau. J'avais fait des investissements au fur et à mesure. On avait acheté des entreprises dans d'autres agglomérations. Loyal continue à grandir, mais des petits pas, ça nous permettait pas de travailler avec la technologie, etc. Donc, fun fact, un des CEO que j'adore le plus, c'est Travis Kalanick. Ça, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est le CEO de Uber. Ben, le fondateur de Uber. Un des deux fondateurs, oui. C'est ça. Puis, je me compare souvent à lui. Moi, je suis quelqu'un que on va ouvrir la porte, puis on cognera pas, on va juste ouvrir la porte, puis on va dire excuse après. C'est ça. J'adore la façon de Travis. Travis Kalanick, c'est un général d'armée, si tu veux, là, qui a révolutionné le gig economy, je pense, de un. Puis deux, l'industrie du transport rémunéré. Parce je sais pas si tu sais, mais on n'utilise plus le mot taxi au Québec. La loi dit transport rémunéré de personnes et non taxi. Je savais pas. Ouais, donc... Je vais faire attention à pas utiliser ce mauvais mot. Mais juste sur le point de Travis, puis étant donné que l'audience du podcast, c'est souvent des entrepreneurs, ça vaut la peine de penser à pourquoi est-ce que Travis a réussi alors que les autres n'ont pas. Puis tu l'as un peu dit, Travis était prêt à prendre des risques puis être hyper agressif. Puis oui, il y a des controverses au niveau de son agressivité, mais ça prend quelqu'un comme ça des fois pour briser les barrières ou t'es dans une industrie qui existe depuis honnêtement, des centaines d'années. Les taxis, tu sais, avant les autos, c'était juste des cartes tirées par des chevaux. C'était des taxis quand même. Puis la réglementation est tellement forte, mais ça peut apporter une sclérose qui empêche l'innovation. Puis ce fait que on peut pas améliorer le service. Puis je m'en rappelle, by the way. Ça, c'est une expérience plus personnelle. Utiliser les taxis, pour moi, dans mes débuts vingtaine, on a à peu près la même âge, c'était pas une belle expérience. Tu sais, je me rappelle très bien quand les taxis étaient en phase-out parce que Uber était en train de rentrer. Puis, spoiler alert, j'étais un Uber driver pour un bout quand je lançais une de mes entreprises. Puis, j'ai pu comprendre le pouvoir du sharing economy puis tout ça, le gig economy. Puis, la première chose que j'ai remarqué, c'est à quel point le niveau de service a fait comme de là à là. Parce que tout à coup, il y avait comme un feedback mechanism. Puis le client, la personne qui appelait le taxi ou le Uber, pouvait maintenant dire, tu sais, j'ai pas eu une bonne expérience. Puis ça fait une grande différence. Donc dans les industries qui sont comme très... il y a beaucoup d'inertie. Je trouve que c'est facile tu t'en fous, qu'est-ce que les clients pensent, parce que nous, on va être là no matter what. J'ai mon médaillon, j'ai mon permis de taxi, puis il n'y a pas grand-chose qui va changer ça. Donc, selon toi, évidemment, ma position là-dessus, c'est que l'arrivée d'Uber, c'était une chose positive pour l'industrie parce que ça pousse l'innovation, mais je suis curieux de savoir est-ce que tu penses ça? Ben, honnêtement, Mike, la meilleure chose qui est arrivée pour moi, c'était quand Uber a poussé l'agenda pour déréglementer et innover le transport. Right. Puis quand que la CAQ a rentré en pouvoir et ont déréglementé l'industrie du taxi au Québec, c'était bien fait. Ça nous a permis de vraiment commencer une croissance, puis faire du développement technologique, puis commencer à attaquer des problèmes.
Donc, tu sais, je me rappelle, moi, j'ai commencé à rentrer au travail le 6 septembre 2011. Mhm. On va assez loin, mais si tu conduis sur la 50, tu vas voir le trafic qui va aller jusqu'à Lorraine, à 6h30, 7h, 8h le matin. Ça, c'est un problème, right? Avec l'ancienne réglementation, j'ai X nombre de véhicules, je peux pas vraiment faire grand-chose, j'ai pas le droit d'avoir des technologies, j'ai pas le droit de faire des changements de méthode de paiement, faut que ça soit par le taximètre, etc., etc., etc. Maintenant, Loyal qui est allé de 19 véhicules à presque 250 voitures, on a le nombre de ressources de véhicules qui nous permet de le faire. Là, on est sur tout le territoire, donc on est plus limité. Donc, on est capable de faire une échelle d'économie sur nos véhicules qui nous permet d'être plus rentable. Parce que là, quelqu'un qui termine dans le secteur d'Elmer, il n'a pas besoin de revenir à Gatineau pour travailler, il peut rester à Elmer. Donc là, on a des ressources. Après ça, on a la technologie. Donc là, on a changé de ne pas avoir accès aux ressources. Là, on a accès aux ressources. On n'avait pas le droit d'utiliser des changements de technologie. Là, on a accès aux technologies. Puis les données, comme tu as mentionné au début. Puis les données, là, on fait du mining de data. Donc là, on sait la façon que les citoyens à Gatineau, ils se déplacent, à quelle heure, où est-ce qu'ils s'en vont, c'est où les hotspots, c'est quand le temps occupé. Donc, tout ça nous permet de voir un problème puis trouver des solutions. Donc, pour revenir au problème, la 50, jusqu'à Lorrain, trafic, right? Nous, qu'est-ce qu'on est en train de travailler, puis un petit, comme tu dis, là, un petit spoiler alert, mais Loyal, maintenant, elle a lancé sa propre technologie. On a notre propre application de taxi. Donc, avec l'application de Taxi Loyal, maintenant, tu peux faire une réservation de taxi. Tu peux avoir des moments occupés, moments moins occupés, donc ça fait que c'est un peu moins cher ou plus cher. Mais on reste sur les limites du taximètre quand on parle de plus cher. Ça peut pas dépasser la valeur d'un taximètre. Mais on essaie de rester dans le temps où ce que c'est pas le AM, PM, donc dans le milieu, là où ce que tu as souvent un gap de demande. Mais on essaie de vouloir pousser le monde vers ce gap pour essayer d'alléger le trafic du AM, PM. Donc, tu peux avoir des prix forfaitaires juste d'être déplacé à 10 heures à la place de 8 heures le matin. Puis ça demande que les gens aient plus de flexibilité au travail, mais je pense que avec la COVID, puis la tendance vers le télétravail, tout ça, puis on dirait que c'est un bon environnement pour pousser quelque chose comme ça. Parce que dans les milieux du travail, on peut dire que c'est plus flexible pour les employés. Oui, absolument. Puis de plus, dans la même application de Taxi Loyal, maintenant, tu peux devenir quelqu'un qui gagne des points, qui peut transformer tes points. Tu as plus de points quand tu t'es transporté dans des heures qui sont tranquilles. Donc, on a fait un peu l'inverse des surge price puis des choses comme ça. Nous, on voulait redonner aux citoyens. Donc, on veut t'encourager d'être déplacé dans des moments où c'est moins achalandé. C'est comme le gamification pour gérer les pics de trafic. Puis ça donne un incitatif aux gens de se promener quand il y a moins de trafic. Ouais. Donc, ce qui est vraiment intéressant, puis je vais te laisser finir, je sais que tu en as beaucoup à dire, mais juste sur cette idée-là, avec la technologie puis avec une bonne vision, on peut commencer à s'attaquer aux problèmes que tout le monde a. Mais en tant que citoyen, on n'a pas le pouvoir ou on n'a pas les solutions pour comme changer quoi que ce soit. Il y a la ville qui essaie de mettre en place des solutions, le transport collectif, puis des nouveaux réseaux de transport, mais c'est très intéressant de voir, pour une fois, une compagnie privée qui prend un peu ce rôle de réformeur, puis comme, non, on n'aime pas le status quo, ça nous plaît pas, puis clairement, nos clients ont de la misère avec certains aspects, on va investir pour trouver des problèmes. Je trouve ça incroyablement inspirant. Puis, tu l'as dit au début, un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui entreprend, résout des problèmes avec leurs propres capitaux. Puis, je pense que je vais le dire en anglais, emulate l'archétype de l'entrepreneur très bien. So, ça valait la peine de le mentionner. Merci, Mike. Mais ouais, mais pour revenir aussi au problème, puis comme tu l'as dit, c'est drôle, tu as mentionné toutes les choses que je pense que je dis souvent. On a le public, on a le privé, on a toutes sortes de joueurs qui essaient de regarder un problème, comment qu'on va trouver une solution au problème, etc. Mais des fois, la solution, c'est vraiment
pas si difficile que ça. C'est sûr. On n'a pas besoin de regarder un problème avec 42 visions différentes. On n'a pas besoin toujours de recréer la roue. Je vais donner un exemple. Là, on saute de sujet à sujet, mais c'est toujours le fun. C'est comme ça qu'on se parle tout le temps. J'ai te parlé de sortir de notre élément, puis au départ, je suis allé à Québec, je suis à Toronto, mais comme l'entreprise a pris un plus grand ampleur, mais là, c'est what's the next step? C'est quoi la prochaine étape qu'on va prendre? Donc, je sais que en janvier, dans les alentours de janvier et au fur et à mesure de l'année 2024, j'ai décidé, c'est le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs au monde. C'est ça. Donc, je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Vietnam, je suis allé Colombie. Je te dirais que il y a Dubaï, oui, c'est vrai. Puis je te dirais que comme c'est là, les prochaines phases de transport qui s'en viennent dans notre application. Donc, on a parlé de l'application loyale. Phase 1, c'est abonnement. Avec ton abonnement, tu peux avoir des rabais en tout temps, tu peux avoir des priorités, tu peux avoir des points, tu peux faire ton in-app payment. Ça, c'est phase 1. C'était juste de perfectionner la demande de transport pour un taxi. Qu'est-ce qu'on a appris ailleurs au monde? Qu'est-ce qu'on va ramener ici à Gatineau? Puis on va faire du beta testing nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui va essayer d'apporter ces solutions-là. Donc, que ça soit du partage, que ça soit du location de véhicules, que ça soit du ride-sharing vers des villes. Mais nous, on va rechanger la méthode complètement, comment qu'ils font dans les algorithmes, comment que le paiement se fait, tous ces genres de choses-là. Ça va être tout intégré sur une seule application. Wow. Puis pour aller un étape plus loin, des fois, c'est, comme j'ai dit, c'est juste de s'approcher. Je vais te donner un exemple. Je sais pas si tu as entendu dernièrement, mais Transcolline, tu connais-tu Transcolline? Oui. Transcolline, c'est un genre de société de transport pour la MRC des collines. Puis dernièrement, ils ont fait les articles pour dire, il y a un manque de budget, le transport à la demande par taxi c'est Taxi Loyal qui fait le transport. C'est le département Taxi Loyal qui gère tout le transport à la demande. Puis ils ont manqué de budget, donc là, il y a moins de possibilités pour le citoyen. Et là, nous, on a regardé un peu le problème, puis on a dit, OK, pourquoi qu'on n'est pas capable de tourner certaines méthodes où ce que le citoyen peut en payer une partie pour créer un nouveau budget? Donc, je vais te donner un exemple. Là, je recule encore assez loin, je retourne à notre problème de la 50. Puis, qu'est-ce qu'on souhaite sortir bientôt? Ça va être le transport à la demande, mais fait par taxi partage. Donc, Mike, pooling. Ride pooling. Ouais. Puis on connaît maintenant pourquoi que dans certaines applications, ça n'a pas fonctionné. Puis on sait c'est quoi les trucs qu'on peut apporter pour régler ces problèmes-là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, tu vas avoir Mike, on va faire semblant que tu habites dans le Cheval Blanc. On va faire semblant que j'habite à La Brosse. On va choisir un de nos amis, Sofiane, qui habite, exemple, sur Monté-Paiement. Puis là, Mike, pour partir du Cheval Blanc, aller au travail au centre-ville, ça va lui coûter à peu près 35$ en taxi. Mais nous, trop cher pour la personne moyenne, surtout s'ils veulent faire ça à tous les jours. Exactement. Si tu le fais une fois par semaine, parce que ton véhicule n'a pas parti, fine, c'est pas grave. Mais si t'es quelqu'un qui doit aller pour 35, revenir pour 35 et faire ça 5 fois, c'est pas viable. Donc, tout le monde prend un véhicule, puis congestionné partout. So là, on a 3 véhicules qui apportent une personne chaque à la même au place. Centre-ville à la même place. Alors que, je dois te laisser finir. So, là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de dire, OK, comment qu'on peut créer une genre de solution? Donc, on va pooler nos propres ressources, un véhicule de taxi qui est déjà sur la route, un client qui a déjà besoin d'aller au travail au centre-ville de Hull. Donc, tout le monde doit faire qu'est-ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de recréer la roue comme c'est là. Donc, on va te créer un moment où ce que tu peux aller directement dans le centre-ville. Puis tu vas juste nous dire à l'application à quelle heure tu veux être là. Puis là, nous, on va te ramasser, puis on va faire ça un après l'autre. On va ramasser les 3 personnes. On va partager la facture de 40$ à peu près. Donc, c'est un peu plus cher parce qu'il y avait un peu plus d'arrêt. Donc, ton 40$,
Mais il est divisé par partagé. 3, tu tombes à quoi? Du 16, du 17, quelque chose comme ça. 16-17 $. Ouais, Ça te coûte 16-17 $ en parking. T'as ouais, tes assurances, t'as ton véhicule, ton essence, ouais, ton amortissement, bla bla bla. ouais. Et tout le gaspillage de temps. Donc, puis on va trouver des façons. Pourquoi pas, on va monter à 4 personnes. Donc, ton 40 Ouais. vient d'être divisé à 4. Ben là, le plus de users qui embarquent, Ouais. le moins cher que ça devient. Donc là, ça devient un ride de 10 $. Mais ça te coûte quasiment ça en essence. 5 $ pour aller du C'est cheval ça. blanc, 5 $ pour revenir au prix de l'essence que c'est rendu aujourd'hui. Ouais. C'est minimum un 10 $ que tu vas payer. Mais il y a deux autres choses que ça vient avec. Un impact sur l'environnement. Tu sais, pour ceux qui sont très conscients de l'environnement, ben ça, c'est 3 chars à 1 char qui fait, tu sais, on va dire 3 fois moins de route. Puis 2, tu as moins de congestion qui fait que les autres véhicules n'ont pas besoin d'être bloqués dans le trafic pendant comme 45 minutes sans besoin. Tu sais. So, ça change juste complètement l'expérience du transport. D'ailleurs, je faisais, quand je demeurais encore en Brun, en Ontario, je travaillais à Canada à l'époque. Des fois, j'étais pris en trafic pendant 2 heures. Puis je me suis dit, après cette expérience-là, je ne vais jamais vivre loin d'où je travaille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me prend 7 minutes d'aller au travail. Même les nouveaux bureaux qu'on vient de déménager, ça prend peut-être 4 minutes, OK? Parce que le trafic, c'est quelque chose... Je trouvais ça, surtout avant l'ère des podcasts, là au moins j'écouterais quelque chose, mais c'était tellement une perte de temps puis de vie d'être pris dans le trafic, puis stop, go, oh, il y a un accident, c'est dangereux aussi. Le fait de résoudre ce problème-là, ça a des impacts à plusieurs niveaux qui seraient difficiles à quantifier, mais c'est clairement nettement supérieur à ce qui existe en ce moment. Puis pour ajouter sur ton point, c'est vrai que c'est un gaspillage de temps. Right? Puis on le sait dans le taxi. On va aller au mining du data qu'on est en train de faire. On a souvent des clients qui débarquent des Rapibus puis qui vont décider de choisir de payer un taxi pour aller à la maison à la place de prendre leur transfert, embarquer dans un autre autobus, puis aller là, à leur maison. Donc, qu'est-ce que ça te dit? Ça parce dit que l'autobus est pris dans le trafic? Non, donc, t'as ton Rapibus, tu débarques, exemple, sur de la cité. Okay. Et là, tu dois aller chez vous, donc le dernier kilomètre. Right? Mais le client, à place d'attendre 5-10 minutes pour son autobus, faire un 20 minutes, 25 minutes de run d'autobus puis voir tout le quartier. Puis après ça, marcher de l'autre bout pour retourner à la maison, ça te prend quasiment 45 minutes, 1 heure pour faire une ride de 2-3 km en véhicule. C'est ça. Donc, nous, notre système nous montre que il y a énormément de demandes de citoyens qui décident de pas utiliser leur transfert qui est gratuit et décident de payer un taxi de 8-9 $ pour aller à la maison. L'inconvénience du temps vaut pas la peine. C'est ça. Donc souvent on dit taxi loyal, en choisissant taxi loyal pour retourner chez vous du Rapibus, ben ça te donne 45 minutes de plus dans ta soirée. Donc ça te permet de préparer la bouffe, préparer ta fin de journée, voir tes enfants qui rentrent à la maison à la place qu'ils sont déjà à l'intérieur de la maison. Donc ça te remet du temps. Donc c'est juste je voulais juste venir ajouter au point que on le voit, puis ça c'est un des problèmes qu'on veut apporter une solution. Donc le trafic, oui, l'environnement, mais au bottom line, tu veux pas partir 2 heures. Pourquoi que le monde doit partir à 6h30 le matin pour être à la job à 8h? Donc, tu perds 1h30 de ta vie. Aller, presque 1h30 pour revenir. 3 heures par jour, 15 heures par semaine. Multiplie ça sur 50 semaines. C'est une bonne partie de ta vie à rien faire vraiment, puis à gaspiller des ressources, du temps et brûler du gaz puis polluer. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit, moi, c'est pas vrai que je suis rentré dans l'industrie en 2011. Puis je sais pas quand, là, mais quand je vais prendre ma retraite un jour, c'est sûr que je vais pas être en train de circuler sur la 50 puis voir le même trafic, right? Non. Donc ça t'amène vers un peu l'idée de l'auto-solo. Right? Tout le monde veut attaquer l'auto-solo, l'auto-solo. C'est toujours sur le sujet de tout le monde. Puis, mon discours, c'est tu ne peux pas attaquer l'auto-solo si tu augmentes pas la valeur de l'offre. Donc, faut que ça soit meilleur de prendre des types de transport collectif que prendre ton véhicule. C'est pas en prendre un autobus qui te prend 2 heures pour arriver. C'est pas en prendre un taxi qui coûte très cher.
J'aurais espéré que Jesse Desjardins soit ici pour entendre ça, parce qu'on a eu un débat il y a quelques semaines OK. sur le dernier épisode qu'on a fait, puis c'était exactement sur le transport. Puis je pense pas que c'est un secret, là. Jesse, est-ce que je peux dire, haït la notion du transport par automobile solo, OK. comme toi. Mais dans notre débat, je ne sais pas si j'ai pas défendu le point que les gens ils vont juste pas utiliser l'autobus puis le transport collectif existant, le système existant, parce que c'est pas assez attrayant pour le consommateur. Puis tu touches sur quelque chose qu'on manque souvent dans le monde des startups, c'est si tu veux apporter une nouvelle technologie en marché, oublie le comment que ça fonctionne, puis tout le tech, puis tout ça. Ce qui est plus important, c'est l'impact que ça va avoir sur l'utilisateur. Donc, si tu peux apporter le temps de déplacement de là à là, ou le prix de là à là, puis le user experience de là à là, ça va avoir un impact. C'est pas juste l'idéologie qui va faire bouger l'aiguille. C'est vraiment de sauver les gens du temps, de l'argent, donner une meilleure expérience. Donc, j'adore ce que tu dis, puis il faudrait que j'invite Jesse pour une conversation à trois, puis qu'on parle de ça. J'aimerais bien ça, savoir ses idées, puis comment qu'on... Tu sais, des fois, on peut trouver des idées en partageant des industries différentes, puis comment qu'on peut, genre, faire un autre... arrimer nos Ouais, industries ensemble, qui va nous permettre d'apporter des solutions. Mais effectivement, moi, tu le dis toujours, puis j'adore ce que tu dis, c'est faut augmenter la valeur, que ce soit mettre plus d'argent dans le poche de l'usager, que ce soit mettre plus de temps ou que ce soit les deux. C'est ouais. uniquement ça qui va faire en sorte que l'aiguille va commencer à C'est ça. bouger. Si c'est pas Sinon, ça, puis c'est du wishful thinking. 100%, puis tu le vois, right, comme il y a 150 méthodes de transport. Tu peux Ouais, prendre le micro-transport, donc la bicyclette ou le ouais. scooter, Trottinette, ouais. trottinette. Mais si il fait moins 30, Mhm. puis il y a 30 centimètres de neige, Ouais, OK, fine. J'ai pris la bicyclette, il n'y avait pas de neige le matin, mais en fin de journée, il y a 30 centimètres de neige. ouais. OK? OK. Est-ce qu'on Next. peut mettre des racks de bicyclettes sur toutes les taxis loyales pour que tu peux juste monter ton rack, Hmm. puis faire un partenariat avec la compagnie pour qu'on peut partager cette solution-là? Fine. Exact. Next step. C'est, OK, le taxi est trop cher. Est-ce qu'on peut partager le taxi ensemble? Next step. On a des autobus. Est-ce qu'on peut prendre des taxis qui nous fait le rabattage Hmm. vers le Rapibus? Hmm. Puis après ça, prendre le Rapibus, puis après ça, connecter d'autres taxis loyaux, exemple, dans le secteur du Rapibus à Hull, puis faire l'autre rabattage vers le travail. Alright, next step. Là, c'est comment qu'on ramène tout ça ensemble Dans une application. dans une seule application. Je te cache pas, on est en train de travailler dessus à l'heure actuelle, puis c'est quelque Wow. chose que on souhaite vraiment apporter d'une façon nationale. Ouais. Donc, notre objectif, comme c'est là, déjà, on fait la répartition. Le groupe loyal a un département de répartition. Je sais pas si je te l'ai déjà mentionné peut-être, mais on dispatche plusieurs villes à travers le Québec, de Ah. l'Abitibi jusqu'à... Donc, oui, c'est vrai, vous êtes un call center parce que vous êtes tellement efficace, puis en tout cas, avec ça, vous offrez vos services à d'autres services de transport dans d'autres villes. Je C'est trouve ça ça. tellement innovant parce que ce que vous avez bâti, si tu me permets, c'est vraiment une belle économie d'échelle à plusieurs niveaux. Puis j'aimerais parler de d'autres trucs comme votre garage interne. Je trouve que c'est génial, mais vous avez bâti des économies d'échelle puis du savoir-faire que dans les petites villes, ils vont pas avoir eu la chance de bâtir ça. Puis là, ta proposition de valeur à eux, c'est ben utilise notre infrastructure, puis on va vous sauver des coûts fixes. Vous allez opérer plus efficacement, puis allez-y. Puis pour vous, c'est un stream de revenus, surtout si votre équipe est sous-utilisée là, à certains moments. Je trouve ça brillant, puis encore une fois, c'est une nouvelle façon de voir une ancienne industrie, puis tu dis, comment est-ce qu'on peut vraiment rendre le meilleur résultat? Puis je pense que toi, ta capacité en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller du potentiel, de la vision, à l'exécution, puis tu le fais bien. Je te vois aller depuis des années. Puis c'est tellement inspirant de voir ça, parce que, puis en fait, j'aimerais t'entendre là-dessus, peut-être pour les entrepreneurs qui écoutent, qui sont plus juniors, ils ont moins d'expérience en affaires. Pour réaliser ces idées à cette envergure-là, ça prend quoi exactement? C'est quoi le right stuff qu'un entrepreneur doit apporter à la table pour commencer à travailler des projets très ambitieux comme ça? Ben, je te dirais, Mike, souvent, le monde
il est glorified, le monde de l'entrepreneur. Donc, tu sais, tout le monde, c'est la belle Must vie, be nice. must be nice. Tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Tu connais vraiment ton stuff, hein? C'est vraiment l'inverse. Je vais donner un exemple. T'es comme un esclave à ta business, right? C'est vraiment, là, c'est des fois... Mais c'est correct, right? Parce que c'est ton choix. Oui. Donc, souvent, tu sais, on dit, ah oui, c'est vraiment difficile, c'est des longues heures. C'est correct, c'est quand même mon choix d'avoir fait la décision d'être un entrepreneur. Mm-hmm. But pour être un entrepreneur pour être un entrepreneur qui va exécuter toutes les promesses qu'il va faire, c'est minimum des 12 heures par jour, 14 heures par jour. Pour des années. Pour des années, right? Ça, c'est la partie que les gens sont capables de faire 12 heures par jour pour une couple de semaines et ils voient pas de résultats puis sont comme « I'm out ». C'est comme « Non, tu comprends pas, c'est un marathon ». Moi, je dis minimum 5 ans pour voir un peu de résultats. 10 ans pour voir des résultats. Mais 15-20 ans pour comme faire le changement au niveau que toi tu fais en ce moment. Puis tu le dis perfect, de façon parfaite. Le premier 5 ans, c'est OK, la petite business va bien, là, finalement. On s'en va dans la bonne direction, genre. Exactement, right? Puis après 10 ans, c'est OK, là, c'est la chance qu'on a pour vraiment prendre la vague, puis tu sais, on s'en va vite, là. Après ça, the sky is the limit, right? Mais c'est des longues heures. Le monde ne comprenne pas le nombre d'heures ça prend puis la constance que ça prend, right? Tout le monde veut être un entrepreneur pour 2 minutes, pour 2 mois, pour 1 an, pour 3 ans. Tout le monde veut. Mais si tu veux faire une différence, si tu veux vraiment monter une entreprise qui a de l'allure, c'est la persévérance et la constance pour moi. Il y a deux qualités qui reviennent tout le temps. Tu peux pas. Moi, selon moi, ça se fait pas. Des one in a lifetime ideas, tu peux les compter sur tes mains, là. Il y a pas de shortcut get rich quick. Non. Ça existe pas. Puis même là, les gens qui get rich quick, ils perdent aussi rapidement parce qu'ils n'ont pas bâti le caractère que ça prend pour garder ça. Ils n'ont pas les qualités. Donc, Puis j'aimerais ça faire une notion, c'est sur les heures que tu fais, c'est toute la gestion qui vient avec une équipe, right? Donc, le monde sous-estime la valeur de comment difficile c'est de coexister dans une entreprise avec des personnalités complètement différentes, des valeurs différentes, puis essayer de tout arrimer ça ensemble pour que ensemble on peut avancer, right? Tu peux pas avancer tout seul. Tu peux le faire, tu peux aller quelque part tout seul, mais c'est comme ça va prendre peut-être 10 fois plus longtemps. Mais une business, ça se bâtit avec une équipe, là. Absolument. Tu peux pas vraiment contourner ça. Mais tu sais, c'est important de mentionner que malgré le fait que c'est difficile puis que ça prend des longues heures, pour quelqu'un comme toi, c'est désirable, c'est-à-dire c'est le fun, tu sais. C'est pas tout le temps le fun, mais tu trouves une façon un peu de cope psychologiquement en disant, you know what, this is my sport, and I don't care if I'm getting bloody, if I've got sweat in my eyes, like, that's what it takes sometimes, right? Well, to be honest, the best guys have to sacrifice everything, and I say that all the time, right? Kobe Bryant didn't become the best basketball player by accident. Yeah. He became the best basketball player while he was practicing while you were going to bed. He was practicing while you were sleeping. He was practicing a second time when you were thinking of waking up. Yeah. And then when you had your first practice, he was at his third. Yeah. And now he just outworked you. Yeah. And now compound that work ethic and that consistency over time. After you will need exactly 4 to 5 years to do the same amount of work that he did in one. Yeah. So just compound that over time and time again. And it's the same thing when it comes to business. Yeah. Right? Someone said that the scariest thing that I can imagine going up against is someone who's having fun doing what I think is work. Yeah. I love what you just said there. It's like you've hit the points time and time again, Mike. It's almost psychologically you're playing on the edge here, right? It's like where somebody feels like he's getting beat down and is doing long hours. Yeah.
it comes with enormous amount of sacrifice, right? You are sacrificing time with your family, your kids, your friends. Like I can just tell you 1,000 times how many times I've not had the opportunity to, example, see my kids, or growing up, I remember a bunch of times I'm with some friends on an evening, and then I get a call, and then just drop everything and go after I've already done a 12-hour day. And my friends would look at me and be like, "Are you well? Like, aren't you bored?" I was like, honestly, like you said, Mike, that's my sport. And I always say, if you're going to do something, you might as well be the best at what you do, or don't do it at all. Yeah. Right. Because someone else is just going to do it better and have fun with it. Yeah. And they're going to eat you alive. Yeah. I fully agree. And that's such an important takeaway. So to recap, in order to accomplish great things, some takeaways are, it helps to be consistent and persistent. Put in years of, 12-hour days and high effort, and try to have fun doing it. And, that obviously means that you've picked an industry that you can have fun in, that you've decided, this is where I want to change. What's fun is, though, like, what's great is that looking back, you have so much to, be proud of too, because in like 20 years, if you accomplish even a fraction of what you're saying today, you can say, I did that, me and the team and the family, we pulled that off. And you will have impacted hundreds of thousands of people's lives. That's if it stays local. But if it goes beyond, just gets, millions of lives. And I think that's something that's worth getting up to every day. That's how I kind of tell myself to work harder, get out of bed, and do the things that I do, right? I don't know if that's what motivates you, but you got to tell yourself something. It's definitely a part of the motivation, right? Like, I'm lucky now. I have 2 daughters, and I always say, like, how are you going to ask your 2 daughters to put the bar a certain level if you're not willing to play at that level, right? So you have to lead by example. And I think leading by example is the key for all type of business, family, whatever type of relationship you'll have at the end of the day. If you're not leading in the way that you are hoping that people around you are moving, what's the point, right? They're going to look at you and say, well, practice what you preach, So definitely is something I'd look at, being able to put my shoes up one day and say, hey, I actually accomplished something. If you don't, then you don't. But the goal is to actually make change, right? And I truly think that there's a lot of things that we can bring solutions to in the future. That's definitely something that I think is definitely possible. And I'm not going to stop until I achieve it. I mean, call me crazy, but point, right? You've got no reason to. And there's going to be challenges along the way, but we already know that you're gonna take them one at a time. I've actually got a question, slight change of topic, but still on point. It's like, how do you see these disruptive technologies such as autonomous vehicles and the electrification of vehicles impacting your business, but especially the industry as a whole? How do you think that's going to transform it? And I think it'd be interesting to hear your thoughts on that. Yeah, well, it's actually a very good question. I hear everybody talking about electrifying vehicles and how that will bring down the impact that we'll have on the environment. We don't have the infrastructure for it. Right? We don't generate enough electricity for every Canadian, American. No, we don't. Here in Gatineau, I'm a big believer of Tesla. I clearly will definitely love to have Teslas on the road. The experience is nice. You don't hear anything. That the autonomy is good. But when my driver needs to go for a fare and he's out of electricity, where does he go to get a charge in 25 minutes? Right. You're saying that there isn't even a charger network well established here. Absolutely not. He has to go to Rideau Mall, cross the bridge, drop 3 stories down, pay a $14 parking fare, and then pay $28 to charge. That completely defeats the purpose. Yeah. Right. So, but there's a different way to look at this. So, commercial vehicles. So everybody wants the regular person to switch his car to an electric car. Yeah. How much do you drive on average?
A bit less than the And average because I'm so close to work, but like in a year, let's say 10,000, 12,000 kilometers. so let's say the average is Yeah. 20,000. All right. Yeah. So 20,000. Do you know what the average is of a taxi car, for example? Oh, it's got to be 40 No, more. more. Yeah. Yeah, that doesn't surprise me. Like 60. It's between 100 and 120,000 kilometers per year. Yeah. So why am I saying that? Instead of taking out one electric car at a time, why don't we take out 5 or 6 at a time? What does that mean? Let's make the charging ports possible to. Let's first of all let's build an infrastructure. Mm-hmm. we're lacking on the But infrastructure. who pays for that? I think that's more the question. Well, it's cheaper, right? Because if the government is pushing to do one by one by one by one, and you have, let's say, over 350,000 people that live in Gatineau, well, you have 350,000 cars to electrify. Well, just by attacking the taxi industry example, I'm going to use the taxi industry. If they had incentives just for you guys, your cars are the ones doing the most mileage anyway. It's 5 to 6 car per car. Oh, I see what you mean. Yeah, so if I have 200 cars, bigger ROI. Thank you. So if I have 200 cars on the road, or 200, I think we're at 230 or 240 cars. Let's say we have 200 cars on the road for easy numbers. Multiply that by 5. That's and you were able to electrify our fleet. 1,000. We're at 1,000. Yeah. So you would have to electrify 1,000 cars. Right. Instead, now you can electrify 200 that will remove 1,000 off the road. Yeah, it's interesting. I didn't think of it that way, but you're right. I mean, from the government's perspective, if they want an instant ROI, there's that. Well, commercial vehicles, Mike, are the ones doing the most traffic. The ones that are spending the most kilometers on the road. Yeah. And I actually got this idea from a counselor in the city of Gatineau. So I mean, they're starting Madame Craig Saint Louis. Okay, shout out. Yeah, Craig Saint Louis. Yeah, she I never even thought of that, and we were having that conversation, and she said, I would love to go after the cars that are doing the biggest imprint on. It's very logical. It's logical, and we don't have the infrastructure anyway, so you also don't have to invest that much to grow the infrastructure when you're just going after certain vehicles. It's like saying any commercial vehicle gets to jump the line. Right. So by getting to jump the line, now you're having that incentive. By upgrading our infrastructure, now companies like ourselves are willing to make those investments. Right now, I can't even beg a driver to take an electric car because he knows that it's not practical. It's not practical. Yeah, there's a certain density of charging stations. That's one problem. But I mentioned at the beginning, Quebec is well aware. I've been part of discussions where they did the math and they're like, we actually don't generate enough electricity to cover it. Like if every Quebecer had an electric car, it's like we don't generate enough. And that's a problem. So, and then now you're getting this new buyer of electricity called AI. And so that's going to create a huge competition for electric vehicle, sources of demand. And so, I think we're going to have an energy problem on our hands as well. So there's that like density bottleneck, and there's also an energy bottleneck. So those are some big problems that the government is going to have to get involved in. Or maybe can the private sector, like, is this something that you guys could attack too? Is like, could you guys invest in chargers? If the government maybe gave you guys some other incentive? Well, absolutely. I think that we have a role to play, and that's why we're trying to find different solutions and whatnot. But you bring in another amazing point, Mike. There's competition for electricity right now. We're having an energy problem, and I think that the issue is the government's only solution right now is taxation on, fossil fuels and and all that stuff. Tax everything. It's all going to work out. Tax. But really, is that really working? Because we don't have other solutions that are helping us. So we're actually stuck using the same solution. Yeah. So we actually paying more. We just pay more. Yeah. And then we're passing that bill to the next person over, right? So it's like, the government taxes us. We pay more in taxes for the gas. We have contracts with the government, for example, for paratransit. Mm-hmm. So we have to charge them to transport people that are subsidized by the government, but the rates have gone up because to do all this service costs a lot more money. Yeah. So then they're paying us more, and we're taxed more. So the money's just like circling around. Yeah. That's on that perspective. On a regular person perspective, they're taking our vehicles. They're being transported. They're paying more money. They have less money, less buying power to do other things. So
what's the solution Yeah. here? You know, we need to Yeah. kind of take a step back and say we don't have the infrastructure. We're pushing everybody towards electric vehicles and less against fossil fuels. Yeah. But no one's doing the major change because everybody's a little scared and wary about it. So they're sticking to gas. By sticking to gas, we're still paying just more expensive for the same thing. So what's the solution? Yeah, it's a tricky one, and unfortunately, I'm not informed enough to like have the most intelligent answers. But it doesn't, if they're not taking the revenues from a carbon tax and investing it into the infrastructure that you're talking about, maybe they are, and I just don't understand it. But like, then what benefit is there really? It just seems like we're not solving the root problem. And I think Elon Musk kind of pointed this out, and I was like, wow, that's another great insight. It's like often money isn't the solution to everything. It's you need the solutions to actually come about, like the solutions you're talking about. More chargers laid out throughout the city is a very real solution. If we can pinpoint the solution and say now we can support more electric vehicles, they won't have to be down, you know, they'll have a much longer service period over the day because of that, then I think that starts to help a transition. And then they can invest in a whole fleet through you guys, for example, among others. But if you're just collecting money and redistributing it to people's pockets, the solution isn't being fixed, right? So, but we you know, I think we should maybe even do it in another episode, maybe a deep dive on carbon taxes and all this and how it affects innovation in the industry. That'd be interesting to go down on. Yeah, well, I like yourself. I don't have enough knowledge on the whole topic. I know it's been a topic in a debate politically. Yeah, it's. I mean, you know, you got one government trying to add the carbon tax and create certain change, and then you got another government showing us that, you know, maybe it doesn't work and it's not the solution. So, yeah, you know. Again, that we'll see what's going to happen in a year. I think we know where it's going. Let the people decide, right? Yeah. Dude, it's as simple as this when it comes to politics. I have debates with my friends all the time. People vote based on their priorities in the moment. Yeah, absolutely. And right now, people are worried about the economy and they're worried about their livelihoods and their futures. And so, you know, if you have a competition between, you know, something that's kind of like long-term time horizon, kind of abstract impact, and something that affects you today when you go shopping in the grocery store, I think that's where they direct their attention, right? 100%. I don't think I'm saying anything controversial here. It's just, you know, kind of obvious, kind of straightforward. It's like kind of like the pains of the moment, right? That you kind of want to put a Band-Aid on it right away. That's kind of our reflex. It's like, how do we fix today? When the economy is going up and there's cheap money going around, sloshing around because they printed a bunch, then people kind of move their time horizon out because they're not feeling any pain, and it feels like an era of abundance and prosperity, and it can only go up from here until inevitably it doesn't, and then priorities change. So I think that's like my political analysis of like why we vote the way we vote. And what's interesting under all of that is if you look over time, Ray Dalio, legendary investor, he has a great set of works. One of them is on the economy. If you haven't seen it, it's a YouTube video. It's like an hour long, but it's like how the economic machine works. And he shows that there are economic cycles that just persist since the beginning of time, right? And those are going to happen. There's ups and downs, but always in the background, what's happening is technological innovation is driving productivity gains in the society. And that's always going on. It's humans are solving problems like what you guys are doing, what we're trying to help startups at IAG do. And regardless of the economy doing this, you guys have to keep doing what you're doing, right? Keep finding practical solutions to problems like carpooling, electrification when it makes sense economically. I did mention earlier, one other thing that I really love about Loyal's approach is, you know, when I went to your old location, which was smaller than the new one, you guys had a shop built into it, a mechanic shop. And I thought that was really cool because obviously if you've got a fleet of cars break down, especially doing 120 kilometers a year. And it was like, that's so obvious, but not every taxi company has something like that directly integrated.
And now you guys have Well, gone way bigger with your new location, right? yeah. So one thing I will say is we're probably the only company, Mike, right now that have decided to maintain ownership of our fleet. So what kind of looks like a very traditional way of doing business, we decided to keep, people ask like, let drivers bring their own cars, they'll deal with the problem. We decided not to, and it was more of a branding decision. I mean, we contract with the STO, Transcolline, and basically we wanted to keep control of the uniform of our fleet. So, kind of going to McDonald's, you get the same service. You go into a Starbucks, you get the same service. We wanted to have that control of our fleet. It's our hyper local business as we are building for our provincial, and we are working towards a national business model. For our hyper local, which is Gatineau, which is the jewel of what I care about the most, I decided that I want to keep that control on that uniform. So, you always are expecting to get in a Loyal taxi. That's a red car with white logos on it. So you always know you're going to get that experience, and you have the trust. So if something goes wrong, you can identify the car. There, you can make that complaint, which is a little bit harder for other fleets at times. What comes with that is the headache of having trade-offs. You have to repair them. You have to keep them. You have to keep them going well. So yeah, we have recently built our new building off the highway, 50 in Labrosse. So we have about 8 lifts. Yeah, saw the shop. It's massive. Brand spanking new, a whole new team. Because we hope to double our fleet as well. Like we want to go into different type of transportation methods and different type of vehicles, and we're doing all kinds of cool things that I didn't dive into, but we're doing a lot of collective type of transportation that we're hoping to get into, and we want to integrate transporting somebody with a parcel movement. Yeah, moving things, not just people, right? At the same time. Okay. Oh, I see. So we're gonna have something coming. Double use rides, basically. Yeah, you'll be able to throw something in the trunk of the car, drive down, deliver it. While there was a client that you drove first, but now you're in the same location, and our technology will create all these crazy algorithms that will allow us to bring all this together, and then from there, once everything is together, then now you're cutting cost again. And the more you cut costs, the more that allows you to do more with the same things. Yeah. You guys are creating a crazy overarching system that has economies of scale, network effects, and all of this. It's incredible. I wonder, how do you see competition with Uber now that they do operate in the city? Can we go back to French? Sure. Yeah. Allons-y. Yeah, on y va. Vas-y. Je réitère ma question. Comment est-ce que tu vois la compétition avec Uber maintenant qu'ils opèrent à Gatineau? Vous êtes en train d'innover sur tous ces fronts-là, mais Uber, on s'entend, reste la gorille à 500 livres dans la salle, right? Yeah. Donc, comment est-ce que tu vois ça? Honnêtement, Mike, je pense que Uber est rendu l'industrie du taxi des années 90. Ils n'ont pas innové. Intéressant. Right. Okay. Je peux pas annoncer toutes les idées qui s'en viennent aujourd'hui. Là. Je vais souhaiter que tu vas m'inviter encore pour... On va se garder une petite gêne pour la prochaine fois. Ouais, okay. Exactement. Mais il y a des méthodes qui s'en viennent, il y a des changements qui s'en viennent qui vont rénover l'espace. Qu'on pense qu'il va innover l'espace. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait des tests, puis prendre un Uber ou prendre un taxi loyal, c'est le même prix. Ouais. Un Uber est pas moins cher du tout. Puis, c'est ça. Actually, Loyal va t'offrir l'accessibilité au service beaucoup mieux qu'un Uber, right? Parce qu'il opère pas dans Vieux-Gatineau, il opère pas dans fin fond d'Elmer, il opère pas... Ils sont vraiment dans le centre-ville de Hull. Puis nous, on est partout. On est dans le centre-ville de Hull, mais on est dans le Vieux-Gatineau, on est dans le secteur de Hull, dans le plateau, on est partout dans la Mercé. Donc, mais la réponse que j'aimerais te donner, c'est ça va être à discuter une autre fois. Ouais, okay. Mais il y a beaucoup de belles méthodes qui s'en viennent, des choses que j'ai pas pu en parler aujourd'hui, que j'aimerais en parler bientôt. Ouais. Sauve-le parce que je veux définitivement faire d'autres épisodes là-dessus. Puis... Ça va innover l'espace, White Trust. Cool. C'est quelque chose qu'on pense
qui peut vraiment faire un changement. Puis on est allé repenser un peu tout le modèle de A à Z, puis on veut l'apporter bientôt pour tous les citoyens de Gatineau. L'année 2025, ça va être une année qui va rocker vraiment. Mais c'est ça. Puis j'ai hâte de voir ça. Puis tu mentionnes Uber, tu mentionnes le véhicule, notre modèle de véhicule. Il y a des entreprises qui ont décidé de dire aux chauffeurs, apporte ton propre véhicule. Je rechange un peu le topic un peu là, parce que je voulais le répondre de celle-là. Mais ils comprennent pas que tout ce qu'ils font, c'est ils essayent d'agrandir leur entreprise sur le dos d'un chauffeur. Tu vas me dire comment, tu sais, ça coûte moins cher pour avec l'entreprise. Oui, mais tu finis par payer chez Loyal, tu vas louer le véhicule, c'est un all-in, t'as le véhicule, t'as l'entretien, t'as le système d'exploitation, t'as la machine de transaction, t'as toutes les applications, toutes les relations partenaires qu'on a avec tous les acteurs dans la région, versus une compagnie qui va dire, va payer 25 000 $ de tes poches pour acheter une voiture pour que moi, je peux t'utiliser pour agrandir ma business. Tes paiements de ton véhicule vont être 200 $ par semaine, 400 ou 2 semaines. Après ça, ils vont dire, paye-nous un 300 $ pour avoir accès à notre système, paye tes assurances, paye ton entretien. Après ça, tu vas venir regarder, c'est kiff-kiff, mais tu as moins de travail, puis il agrandit sur le dos de l'entreprise. Tandis que nous, on dit, garde ton 25 000 $, sauve un peu plus d'argent, va t'acheter peut-être une maison ou whatever, loue le véhicule pour le même prix, prends un crédit taxe de 6 000 $ par semaine, 120 $ par semaine pour 6 000 $ par année. Donc, on donne cet accès, mais les entreprises essaient de démontrer aux chauffeurs, ah non, tu payes un 300 versus un 800, tu sauves 500 $, yes, le 500 $, il est encore là. Tu perds ton 120 $ de crédit, tu perds ton paiement de véhicule, donc, tes assurances, dis, etc., final, etc. Ça revient, sinon, pas kiff-kiff, mais c'est mieux d'aller avec Taxi Loyal. Moi, je suis quelqu'un qui veut faire de l'argent en conduisant un char. Comme votre modèle va faire plus de sens, surtout avec toutes les intégrations à Gatineau. Absolument. Avec les autres systèmes de transport. Ouais, puis Taxi Loyal est devenu un acteur avec énormément de partenaires dans la région. Ouais. Donc, je dis souvent à tout le monde, ne regardez pas qu'est-ce que vous payez. On va regarder qu'est-ce qu'on va prendre à la fin de la semaine. Donc, tu sais, il y en a qui vont dire, j'ai payé 300, oui, mais tu as travaillé 14 heures par jour pour faire une paye de 700-800 $. Tandis que peut-être chez Loyal, tu peux payer un peu plus cher, mais tu peux sortir un profit de 1600 $, tu peux doubler tes revenus. Ça, c'est quelque chose qui est important. Puis une chose que peut-être des fois on prend pas assez à le mentionner, c'est un shout-out que je dois faire à tous les membres de mon équipe. L'immigration du Canada. J'ai vu une vague on dit des Maghrébins. Okay. Donc, c'est un shout-out que je fais à des Marocains, des Algériens qui ont venu. C'est des jeunes qui ont venu aux études. Et honnêtement, c'est des gars qui sont devenus comme des frères pour moi. Je la considère comme de la famille. Puis c'est des gars qui souvent ils arrivent au Canada. Ils savent, tu sais, ils ont pas vraiment quelqu'un pour leur aider. Il y a pas des programmes pour aider. Donc ils arrivent ici, ils vivent ensemble, ils vont aux études, ils essaient de trouver un peu d'argent, payer quelque chose. Then il y a vu une vague de gars qui ont venu chez Loyal. Puis j'ai rencontré des gars vraiment qui m'ont changé mon perspective sur tu sais la coexister avec tout le monde, c'est vraiment c'est incroyable qu'est-ce que ces gars-là ils ont apporté. Puis tu sais des fois on le mentionne pas assez souvent, mais tout le monde va dire Alex et Alex n'aurait pas pu faire la croissance qu'il a faite aujourd'hui sans cette équipe-là. Puis c'est vraiment une équipe extraordinaire. Puis je voulais juste dire je voulais juste que ça soit dit qu'il y a des jeunes qui ont venu dernièrement au Canada, qui travaillent fort, qui vont aux études, qui souvent envoient de l'argent dans leur pays pour aider du membre de leur famille, ramener d'autres personnes. Puis c'est des gars qui ont été hyper loyaux à Loyal, puis ça sera jamais oublié. So, je voulais genre, you know what I mean? Je voulais le petit dire. Ouais. Je pense que c'est génial, puis je trouve que, puis avec ma propre expérience en Uber, quand je bâtissais ma business, la flexibilité que ça vient avec, puis
pour un immigrant qui a peut-être plus de misère à s'intégrer dans le marché du travail du Canada dans ses premières années, c'est peut-être une des meilleures options qu'ils peuvent avoir parce que tu peux gagner une bonne vie avec ça. Ça donne Absolument. quand même une flexibilité. Puis comme tu dis, il y a aussi l'aspect de brotherhood, right? Ah ouais. C'est la tribu, là, la tribu loyale, si tu veux. Donc, je trouve ça génial. Puis, tu sais, on s'entend que le Canada, on laisse rentrer à peu près 1 million d'immigrants par année. Donc, ils cherchent tous des jobs. Donc, vous allez avoir énormément de travailleurs pour expandre la flotte. Tu sais, moi, je pense qu'on a d'autres choses à discuter, mais je pense que ça serait bon de les garder pour une autre fois. Absolument. Parce qu'on peut peut-être faire plusieurs épisodes avec ça. J'ai adoré apprendre un peu plus. Même si on se connaît, j'ai appris des nouvelles choses sur toi, puis un peu les origines de Loyal, puis les problèmes que vous travaillez dessus, mais il y a beaucoup plus à discuter la prochaine fois. Ben, merci beaucoup, Mike, pour ton temps, puis j'espère qu'on va jaser encore une fois. C'est sûr. Merci.